Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive existentielle avec Mathieu Martel ce dimanche 12 novembre 2023, petite rencontre spontanée. Alors, j'espère que vous allez bien. Et nous allons bien sûr commencer dans quelques instants avec notre sujet du jour qui s'intitule Penser comme Socrate. Alors, un petit sujet comme ça, spontané décidé il y a 2 heures. J'espère que vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et me dire bonsoir. Nous en sommes toujours à nos rencontres du dimanche soir, 19h, même si nous avons reculé l'heure. Nous allons préserver cette rencontre à 19h. En attendant que tout le monde se joigne à nous, nous allons faire quelques petits points d'information et vous inviter à nos prochaines activités. On a une activité gratuite et une activité payante. Donc, je vais aller chercher, voilà, les petites informations. Ce ne sera pas long. Voilà. J'ai un premier lien ici. J'espère que le son est bon, que l'image est convenable et qu'on sera dans un bon état pour ce live du dimanche. Alors, notre prochaine activité, c'est samedi prochain. Alors, ce sera une conférence d'1 heure sur Socrate, donc la sagesse antique et Socrate. Ce soir, c'est un petit préambule et on approfondira le sujet samedi prochain, 10h heure de Montréal, 16h heure de France. Vous pouvez vous inscrire malgré tout. On a déjà 65 inscriptions. Je vous envoie ça ici. Et vous allez recevoir, si vous ne pouvez pas être présent, la vidéo dans un petit format d'une conférence d'1 heure, format YouTube. Pour ceux qui ne peuvent pas être à l'heure ou, bien sûr, se joindre à nous ce samedi prochain, heure de Montréal. À part cela, je vais juste aller chercher notre autre conférence qui sera, bien sûr, dans 3 semaines. Ça ne sera pas long ici. Je vais aller chercher ça au Yoga Shack, notre dernière rencontre du mois de décembre, la première du mois de décembre, qui sera un 1er décembre. Donc, je vais vous envoyer ça aussi. On a déjà 5 billets de partie, maximum 12 personnes. Et voilà, je reviens ici. Et voici notre prochaine conférence à Montréal. Donc, on a des gens souvent qui viennent de la Rive-Sud, de la Rive-Nord et de Montréal également. C'est au métro Crémazie. Donc, ça se fait bien sûr dans une belle salle de yoga, 12 personnes maximum. Et c'est une conférence, une première cette fois-ci, qui s'intitule L'art d'aimer. Et ça se passe vendredi le 1er décembre, avant des petites vacances. On se reverra au mois de janvier, fin janvier, pour les rencontres en présence. Donc, il y a plusieurs formats, plusieurs approches. On maintient, bien sûr, les rencontres Facebook Live de temps en temps. Bien sûr, je vais de manière spontanée. Et les rencontres Facebook Live ont lieu les dimanches à 19h. C'est notre heure de prédilection. Alors voilà. On va commencer, bien sûr, dans quelques instants avec notre sujet qui c'est penser comme Socrate. Ça serait quoi aujourd'hui penser en Socrate, penser en habitant l'esprit de Socrate? Bon, j'ai mon voisin en bas qui joue de la guitare, tout va bien. Alors voilà, donc ça serait quoi se mettre dans l'esprit de Socrate? On va commencer avec des points. On va essayer de se présenter. On va essayer d'éliminer justement des aspects qui pourraient bien sûr nous éloigner de l'esprit de Socrate. Je vais en profiter pour vous saluer. J'espère que vous allez bien. Je vais saluer Vanda. Merci d'être là. Cathy, Mélanie. On salue Linda, Julien également. Et tous ceux et celles qui vont nous écouter en différé ou en secret un peu plus tard. Vous pouvez bien sûr nous écouter sur ma page Mathieu Martel Philosophe dans la section YouTube. Donc, je vais aller avec quelques thèmes. Donc, ce soir, on va passer 10 thèmes autour de Socrate. Premièrement, Socrate, le philosophe itinérant, c'est-à-dire le philosophe qui va sur la place publique, interroger les citoyens, se mêler aux conversations, aux échanges qui ont lieu sur la place publique, aborder les gens de tous les milieux et discuter avec eux. Socrate leur pose des questions, va bien sûr se déployer dans ce qu'on appelle la pratique de la dialectique, la pratique des questions-réponses, dans le but de faire accoucher
chez chacun des interlocuteurs, d'accoucher en leur propre esprit, tenter de faire accoucher des prises de conscience vraies, hein, des prises de conscience qui nous orientent vers la vérité. Et nous faisons tous et toutes ces prises de conscience-là au quotidien. C'est peut-être que nous ne sommes pas attentifs à l'écoute de ce qui surgit dans notre esprit, hein, et que nous ne saisissons pas ce qui vient frapper à notre porte, à la porte de l'esprit. Nous pouvons bien sûr prendre un crayon ou nous dicter même ces prises de conscience sur un dictaphone, etc., les écrire. Hein? Donc Socrate, c'est la personne qui va s'insérer dans les discussions et qui va poser des questions, étant donné que Socrate va déclarer qu'il ne sait rien. Donc il peut se permettre, justement, d'interroger pour connaître les opinions des gens qu'il rencontre sur son passage. Donc tous les sujets sont à propos sur tous les sujets humains. Donc, lorsqu'on est avec Socrate, on est dans un mode du questionnement. Socrate est celui qui pose la question, à savoir qu'est-ce que le courage, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le bonheur, etc. C'est sous la forme du questionnement philosophique fondamental, c'est la quête de la définition en lien avec des thèmes humains. Et un de ses thèmes préférés qu'on retrouve dans les dialogues de Platon, c'est bien sûr qu'est-ce que la vertu. Alors, voilà, Socrate, c'est celui qui discute, celui qui pose des questions, celui qui interroge, qui accueille les opinions des gens et puis qui, bien sûr, va vouloir examiner les réponses de chacun à propos d'un sujet. Donc ça, c'est mon point numéro 1. Le questionnement et la question fondamentale sous la forme du qu'est-ce que. Donc Socrate, philosophe itinérant qui va sur la place publique. Et quand je dis itinérant, je veux entendre par là un philosophe qui est à l'extérieur des murs, bien sûr, scolaires, qui assume le fait qu'il n'y a pas de lieu plus important pour philosopher que d'être présent sur la place publique dans la cité. Voilà pour mon premier point avec Socrate. Mon deuxième point, le daimon, le Dieu intérieur, la conscience morale de Socrate. On sait que dans l'apologie de Platon, Socrate a été accusé de trois éléments discrédités pour trois choses, nous rapporte Platon dans l'apologie. Il nous dit que Socrate, bien sûr, corrompait la jeunesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire à cette époque-là, corrompre la jeunesse? C'est un grand mot pour dire peut-être qu'il remettait en question le savoir des gens, peut-être quelquefois les traditions, les opinions majoritaires sur des sujets. Et ça dérangeait peut-être les pouvoirs, ça dérangeait peut-être la vision plus traditionnaliste à son époque. Donc, deuxième chef d'accusation concerne le daimon, c'est-à-dire de croire à une divinité personnelle. Le troisième chef, on l'accuse, Socrate, de ne pas croire au Dieu de la cité. Bon, il y a une belle démonstration dans l'apologie de Socrate de Platon à ce sujet, que vous pouvez bien sûr explorer. Mais le daimon, c'est sa divinité intérieure, c'est sa conscience morale, on pourrait dire son intuition profonde, mais une intuition qui l'empêche d'agir, ou une intuition qui est présente pour mettre certaines balises, et non pas une intuition qui pousse à l'action, à l'agir, à saisir l'occasion. Donc son fameux daimon, Socrate va s'exprimer quelquefois de cette manière-là, dans les dialogues de Platon, en disant, il va dire même si le Dieu le veut, si le daimon le veut, mon daimon ne m'a pas empêché de faire certaines choses, donc je peux les faire, etc.
Donc, notre deuxième point ce soir concernant Socrate. Socrate, bien sûr, a un rapport avec le divin. Et on voit ça aussi dans les premiers dialogues de Platon. Donc, troisième point, chez Socrate, on va y aller avec une petite description physique. On a des bustes qui datent de l'époque romaine ou de l'époque grecque, peut-être concernant Socrate. Allons-y avec un portrait de Socrate. Alors, c'est l'homme assez trapu, court sur pattes. Et je vais bien sûr avec les 3B, la besace, c'est-à-dire la toge un peu vieillie, un peu usée, le bâton et la barbe. Mais aussi chez Socrate, les yeux, quelque peu chauves, les yeux globuleux. Et il aime marcher nu-pied, bien sûr, parce qu'il est résistant, il est solide. Donc là, j'ai mon voisin qui pratique la guitare. Fallait bien que ça arrive ce soir, en plein live, pour me pousser, bien sûr, comme Socrate, à être maître de moi-même et tenter de poursuivre justement ce live de manière spontanée, sans plan, sans filet. Donc Socrate, c'est aussi le personnage assez court, bedonnant, mais très résistant, très endurant. On dit même que lorsqu'il allait, lorsqu'il allait dans les fêtes, c'était celui qui était le plus résistant, qui se couchait très tard, était même prêt le lendemain matin pour partir à la marche et faire sa méditation. Voilà. Donc, dans le Socrate de Xénophon, donc dans certains dialogues chez Xénophon, on dit que Socrate est maître de lui-même, est à la fois aussi autarcique, se satisfait de peu, et a besoin de peu pour vivre, en plus d'être le maître justement et c'est un être qui est résistant aussi. Donc on associe dans le Socrate de Xénophon à certains concepts, donc l'autarkeia, l'enkrateia et d'autres vertus morales, montrant un Socrate quand même athlétique et très endurant, la cartéria, très, très endurant physiquement. Donc ça, c'est notre troisième point concernant Socrate. Les liens qu'on peut faire avec lui, c'est qu'il a participé à des campagnes militaires. Il était un hoplite, bien sûr, donc il allait au front. Il achetait, bien sûr, on disait qu'il devait payer tout son équipement militaire, le plastron, les genouillères, etc., bouclier, épée, etc. Et que c'était un combattant. Il avait même supposément sauvé Alcibiade et peut-être même Xénophon lors de certaines campagnes militaires. Il en aurait fait 4, justement, et même des campagnes militaires assez âgées. On se rappellera que le service militaire en Grèce ancienne, à cette époque-là, c'était de 18 à 21 ans, et on pouvait servir assez longuement, peut-être même quelquefois jusqu'à dans la cinquantaine, et un peu plus âgé aussi. On était peut-être appelé à aller au combat pour servir la cité. Donc, point numéro 4, concernant Socrate, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Socrate? Bien oui, Socrate, c'est aussi la personne qui est supportée par ses amis. C'est dit quelquefois de manière subtile dans les dialogues de Platon. Socrate, même si son père était un sculpteur et que sa mère était sage-femme, Socrate a bien sûr adopté comme son père le métier de sculpteur, de pierre probablement. Et mais Socrate a peut-être délaissé cette pratique-là pour aller philosopher sur la place publique, appuyé, soutenu par ses amis du point de vue monétaire. On sait que sa femme était peu contente à ce sujet. On l'avait dépeint comme... c'était sa deuxième femme, si je ne m'abuse, Xanthippe, une femme quand même au caractère difficile. Certains disaient que... on disait que Socrate était un être tout à fait résistant de supporter son caractère. Il était poussé peut-être à aller sur la place publique. Ça l'a peut-être aidé dans sa mission
philosophique. Donc, Socrate, soutenu par ses amis, ne travaillant pas, n'ayant bien sûr rien laissé comme écrit par lui-même. Cependant, ces deux disciples, que l'on pense à Platon, qui a été le disciple de Socrate pendant 9 ans, mais qui était absent lorsque Socrate a pris le poison paralysant à la ciguë. Il y avait d'autres amis auprès de Socrate, mais semble-t-il que Platon était absent, peut-être malade, peut-être trop triste. Il y a aussi Xénophon. Hein? Se sont croisés dans une allée ou dans une rue, etc. Et Socrate aurait demandé à Xénophon, semble-t-il, peut-être selon les écrits restants sur Socrate, les informations, où on parle aussi des fois d'écrits traditionnels, de grands commentateurs ou historiens. Xénophon aurait été arrêté dans une rue et par Socrate qui lui aurait demandé, lui aurait demandé, est-ce que tu peux me montrer un endroit où je peux m'acheter des vivres, me procurer des vivres? Xénophon se propose, il dit oui, absolument. Et Socrate aurait peut-être répondu, je t'apprendrai à bien vivre. Voilà. Donc, Xénophon, 4 ans auprès de Socrate, il nous a laissé des dialogues, les mémorables. Il y a aussi un écrit sur l'économie de Xénophon, les mémorables, et peut-être, si je ne m'abuse, c'est loin dans ma mémoire, aussi peut-être un banquet impliquant Socrate. Le Socrate dépeint par Xénophon, disons, est un Socrate plus concret, pragmatique que celui de Platon. Dans les dialogues de Platon, on retrouve dans les premiers dialogues de jeunesse la figure de Socrate, c'est le terme qu'emploiera Pierre Hadot, la figure de Socrate qui est présentée comme est vraiment peut-être plus fidèle à ce qu'aurait pu être Socrate à l'époque. Dans les premiers dialogues de jeunesse, on voit un Socrate omniprésent dans les premiers dialogues de Platon. Le dialogue qui a été la porte d'entrée pendant 1000 ans à l'Académie de Platon, pendant 800 ans, nous avait dit, il y avait une étude qui était faite là-dessus d'un certain Pépin, c'est le fameux Alcibiade de Platon qui était l'ouvrage initiatique pour pénétrer dans la pensée de Platon. Voilà. Donc, qu'avons-nous comme document? Nous avons bien sûr les dialogues de Platon, les dialogues de Xénophon, aussi des références à Socrate dans les nuées d'Aristophane, pièce de théâtre où Socrate est dépeint, disons, comme un genre de sophiste illuminé qui ne regarde pas où il va, qui est intéressé aux choses célestes. C'est un peu bizarre comme portrait. Je ne me pencherai pas sur cette interprétation-là, mais voici les traces. On a aussi des fragments pour montrer que Socrate, bien sûr, est un personnage important, ce qu'on appelle les logoi socraticoi. Donc, on a des fragments de la pratique des dialogues. Hein, donc, c'est un style d'écriture, les logoi socraticoi, c'est-à-dire qu'on pratiquait justement l'écriture. On a des traces de ça qui peuvent montrer que Socrate a vraiment existé, en quelque sorte. Et c'est la présence des fameux logoi socraticoi, dialogues à la manière de Socrate. Il paraît qu'on a beaucoup d'exemples de ces types de dialogues. Alors, pour un des plus grands spécialistes de Socrate de la francophonie, Louis-André Dorion, nous en parlera. Vous pouvez écouter quelques vidéos à ce sujet, fort intéressant. C'est un traducteur, bien sûr, d'Aristote, traducteur de Xénophon et de Platon également. Et il va vous faire découvrir à merveille, bien sûr, on peut aller voir dans son Que sais-je, notamment, le Que sais-je sur Socrate, et aussi d'autres études très poussées, des commentaires sur les dialogues de Platon ou même de Xénophon. Voilà.
Et voilà, c'est ça les documents, grosso modo, qui nous montrent que Socrate, cette fameuse question de l'existence de Socrate, qui est le Socrate historique, Louis-André Dorion dit que ce n'est pas une question primordiale, parce que dans la perspective, chez Platon et chez les autres philosophes, ce qui était le plus important, c'était bien sûr le message. Hein. À travers les écrits, on ne se souciait pas d'adopter une obsession de l'histoire, de l'exactitude, etc. Ce qui comptait, c'était davantage le message. Je vais prendre une petite gorgée. J'espère que vous allez bien. On est peu nombreux ce soir. Est-ce que c'est parce que je fais le live à l'heure, comment dire, à l'heure reculée de l'Est? Est-ce que c'est pour ça qu'on est peu nombreux ou pour d'autres raisons? Allons-y avec un autre élément. Donc, on sait que si vous lisez qu'est-ce que la philosophie antique euh, de Pierre Hadot parle de la figure, hein, ou des différents visages qu'adopte Socrate. On le découvre à travers, comment on le découvre? On le découvre à travers des écrits de Platon, de Xénophon, notamment au niveau philosophique. C'est comme ça qu'on le découvre. Mais aussi, on sait que Socrate a inspiré des philosophes après lui. On aimait qualifier Diogène de Socrate devenu fou. On sait qu'il a inspiré une école logicienne, bien sûr les mégariques. On sait qu'il a aussi inspiré un hédoniste, Aristippe. Voilà. Hein? Et on sait que Socrate, c'est, on pourrait dire, le maître spirituel par excellence, un philosophe incarné qui nous a rien laissé, à la fois comme Jésus et d'autres maîtres. Et on peut dire que c'est une figure marquante pour toutes les écoles de philosophie. Donc, quand est-ce... Et bon, Socrate, 470 à 399 avant notre ère. Donc, quand il décède, l'Académie de Platon n'est pas encore fondée. Hein? Elle sera fondée, si je ne m'abuse, en 387. On a d'autres écoles qui vont être fondées par la suite. On pense bien sûr au lycée d'Aristote. On pense au portique. Et mon voisin en bas joue de la guitare. Tout va bien. Au portique des stoïciens. Hein? Et on sait que les cyniques, eux, couchaient un peu partout dans les temples, dans les forêts, etc. On aura bien sûr en 307 l'école d'Épicure qui sera installée près d'un jardin à l'époque. Donc, Socrate va aussi beaucoup inspirer, et ce qu'on appelle un philosophe qui fait école, c'est que beaucoup de philosophes après lui sont inspirés par sa figure. Socrate incarne le philosophe qui se distingue des premiers présocratiques, comment dire, des philosophes qui étaient intéressés bien sûr à connaître les principes de la nature. Parmi eux, certains faisaient partie des célèbres sept sages. Hein? On avait bien sûr Solon d'Athènes et Thalès de Milet dans les sept sages. Mais après eux, il y a eu ce qu'on a nommé, bon, plus tardivement, au 19e et 20e siècle, les présocratiques. Donc ceux qui viennent avant Socrate, qui sont des chercheurs, des physiologues qui s'intéressent aux principes de la nature, tentent d'expliquer ce qui est à l'origine de l'univers. On se détache d'un discours mythologique et religieux, même s'il y a encore des traces chez ces présocratiques-là de rapport au divin. On a même ça chez Épicure. Je vais continuer avec Socrate et je vous invite à m'écrire dans les clavardages. Pour vous, Socrate vous inspire quoi? À quoi associez-vous Socrate? On voit souvent des bustes passer. Mais qu'incarne pour vous Socrate? De mon côté, Socrate interroge celui qui est en quête, qui questionne bien sûr le sens des mots,
qui questionne, qui examine et juge, évalue les opinions tenues par les gens sur différents sujets et bien sûr va utiliser va être le maître de la réfutation, tenter bien sûr de, comment dire, invalider certaines thèses soutenues par que ce soit les gens ordinaires ou les sophistes. Voilà. On associera aussi à Socrate le fameux connais-toi toi-même. Hein, le fameux connais-toi toi-même. Et souvent, on va lui adjoindre et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bon, c'était une injonction qui était apposée sur le fronton du temple de Delphes, dédié à Apollon. Et quand on allait, c'était une des maximes grecques importantes, comme rien de trop, ne prête pas caution. Il y avait aussi le fameux connais-toi toi-même. Et ce connais-toi toi-même-là, hein, on te pousse, c'est presque c'est un impératif que de partir à la recherche de soi, de vouloir se connaître, le fameux gnoti seauton, hein, connais-toi par toi-même, par l'exercice de la dianoïa ou de la raison, puis en mettant ton être, ton corps, bien sûr, en impliquant tout ton être dans cette démarche, hein, qui a donné naissance à l'étymologie de la philosophie, cet amour de la sagesse, cet amour de la connaissance, c'est d'être en recherche, hein, c'est de partir à la recherche. Et c'est sûr que lorsqu'on philosophe comme Socrate, on peut bien sûr, autour de nous, déstabiliser les gens dans cette recherche de compréhension des phénomènes humains. Hein? Se demander qu'est-ce qu'une amitié authentique? Y a-t-il plusieurs types d'amour? Est-ce que l'amour rend réellement heureux? Faut-il rechercher le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Et une des questions les plus importantes des dialogues de Platon, c'est bien sûr la notion de vertu. Comment acquérir la vertu? Mais avant de se demander comment acquérir la vertu, tentons nous demander qu'est-ce qu'elle est. Hein, chez les Grecs, la vertu, c'était, et Socrate, bien sûr, incarnait des aspects de la vertu comme le courage, la maîtrise de soi, la sagesse, la justice. Hein, on le sait qu'il a refusé de quitter Athènes pour s'expatrier, pour fuir la démocratie, les gens qui avaient voté pour le condamner. On se rappellera dans l'Apologie que on l'avait condamné à boire la ciguë, mais avant ça, on avait laissé la chance à Socrate de choisir une peine. Parce qu'on l'avait accusé de 3 chefs, j'en ai parlé tantôt. Socrate a dit, j'aimerais ça être nourri au prytanée comme les hommes importants, les athlètes, les êtres les hommes de théâtre, femmes de théâtre, etc. Ça a été comme perçu comme de l'arrogance, une offense. Et on l'a condamné à mort en buvant un poison qu'on appelle la ciguë, poison paralysant. En 30 minutes, je crois qu'on décède, les fonctions s'arrêtent, donc les jambes paralysent, les bras, fonctions respiratoires, le cœur, etc. Voilà. Donc, où en étais-je dans notre Socrate? C'est ça. Donc, aujourd'hui, un individu qui est comme Socrate, c'est une personne qui va remettre en question les discours officiels. Et même, on se rappellera que Socrate a critiqué, et c'est peut-être ça, justement, c'est pas dans les chefs d'accusation, mais oui, mon voisin. Restons concentrés, respirons, soyons en maîtrise de soi. Donc, Socrate a remis en question 2 décisions politiques. OK? 2 décisions politiques. Le fait qu'il y avait eu, il y avait eu un décès
chez les navigateurs, si je ne m'abuse, et qu'on ne voulait pas faire avec des matelots et tout le kit, et tout le tralala. Il y avait eu des décès. On avait simplement on avait rapatrié les corps des dirigeants, justement, des navires, mais on ne voulait pas faire de cérémonie d'enterrement individuel. Donc, Socrate était pour le fait qu'on honore les combattants de l'armée navale, si je ne m'abuse, et il s'était opposé aux décisions des démocrates à ce sujet. Il avait remis en question des décisions. Voilà. Et c'est ça qui a peut-être dérangé. Il faudrait que j'aille faire des recherches là-dessus. Je ne l'ai pas ici en mémoire. Voilà, c'est ça qui a peut-être dérangé chez Socrate. Le fait qu'il affronte le pouvoir. On a ça chez Socrate. Donc, on a aussi l'individu, qui à chaque jour, est décrit comme le ton dans la cité, métaphore, hein, le ton qui pique, qui dérange, la torpille paralysante, etc., un poisson électrique qui paralyse, etc. Donc, Socrate est quand même un emmerdeur parce qu'il remet en question les valeurs qu'adoptent les individus. Donc aujourd'hui, ça serait la quête, c'est les trois soifs chez Épicure, que Épicure va reprendre la quête du pouvoir, de la richesse matérielle, puis de ce qu'on représente aux yeux des autres, toute cette quête de notoriété, cette quête des honneurs. Socrate va questionner ces valeurs-là, et lui-même, il incarne d'autres valeurs. Donc, on sait qu'à la fin, ça reste un homme juste qui, bien sûr, va prendre un poison, n'est pas achetable. C'est dans le Criton, on le voit, on lui dit, Socrate, on va t'aider à t'expatrier en Thessalie, on va t'aider on va acheter les sycophantes pour leur silence, etc. On va te sortir d'ici. Parce que Criton est un riche propriétaire terrien, ami admiratif de Socrate, et veut le soutenir. Mais on voit que Socrate, non, je ne peux pas aller contre les lois de la cité qui m'ont tout donné. C'est ce que nous dit Platon. Donc Socrate se considère comme un individu qui agit justement, et on va commettre à son égard un acte qui ne sera pas oublié par la suite. Donc Socrate a tenu, c'est le premier qui se bat pour ses principes. On pourrait se questionner à savoir est-ce que c'était une bonne chose à faire. Hein? Cette fameuse phrase dans le Criton, l'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre, d'honorer ses principes, ses vertus, etc. De ne jamais abdiquer à cette quête de vérité. Cette quête de vérité, de faire la lumière sur les choses humaines, notamment. Voilà, donc j'ai abordé plusieurs points ce soir. C'était un autre type de rencontre ici. Tenter de faire un petit portrait de Socrate, vous inviter à lire. Bon, bien sûr, on parlera de... On peut commencer avec l'Apologie, le Criton, qui souvent sont édités ensemble chez Garnier-Flammarion. On peut y aller aussi avec l'Alcibiade, qui est un peu plus difficile. Aller lire, bien sûr, aussi Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot. Voilà, pour s'initier à Socrate et pourquoi pas tenter de trouver les Mémorables de Xénophon, ou peut-être le banquet, je crois que c'est un peu plus court si je ne m'abuse. Je vais juste aller voir ici. Ok, ce ne sera pas long, voilà. Donc, je vais y aller ici. Oui, j'avais parlé aussi que le premier des traités d'économie, hein, l'Economia, si je ne m'abuse, oui, il y a le banquet, les Mémorables et l'économique de Xénophon. Donc là, on voit un Socrate qui est présent dans ces
dialogue. Voilà. Alors, c'était un petit live, différent ce soir, de fait toujours de manière spontanée et parce que notre approche ici dans les Facebook Live, c'est une approche de philosophie vivante, inspirée, inspirante. On appelle ça les moments de philosophie réflexive. C'est pour donner le goût à la réflexion, bien sûr. Donc, vous pouvez bien sûr vivre d'autres genres d'expériences. Samedi prochain, 18 novembre, je vous invite à vous inscrire à notre conférence sur Socrate. On traitera d'autres points concernant Socrate. Je vous invite aussi à ma conférence du 1er décembre. À Montréal, c'est une autre approche en présence. Je vous présente bien sûr ici ma théorie de l'art d'aimer, mais qui aussi se pratique. Hein? De manière, parce que la philosophie, ça débouche toujours sur un art de vivre au quotidien. Et si vous avez manqué nos dernières rencontres, conférences, vous allez sur ma page mathieumartel.com dans la section vidéo. On a nos conférences d'une heure avec Vox Populi. Ça sera notre 13e, si je ne m'abuse, notre 14e samedi. Et dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe, vous avez toutes nos rencontres, tous nos thèmes. C'est pour rejoindre les gens à travers la France, le Québec, hein, ici et ailleurs, quelquefois en Afrique du Nord, à Haïti, en Floride. On a des gens qui nous écoutent, qui ne peuvent pas se rendre sur place pour vivre une expérience différente. Donc, vous voyez, il y a plusieurs approches. À la philosophie, je donne aussi des cours au collégial. Et ce sont des moyens, justement, différents d'expression qui donnent des formats différents. Donc, on se voit très bientôt sur Facebook Live. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. J'espère que vous passerez une belle soirée. On se voit samedi. Il y a déjà 70 inscriptions pour notre belle conférence sur Socrate. Et il reste encore de la place pour le 1er décembre à Montréal, près du métro Crémazie, à la fabuleuse salle de yoga, Yoga Shack. Merci à tous et à toutes. Portez-vous bien. À la prochaine. Peut-être à dimanche prochain. Bye bye tout le monde.